Alors c'est un sujet passionnant et on te remercie alors vraiment vivement d'avoir traité ce sujet, mais on revient sur la discussion qu'on a eue hier sur le fait de est-ce que on doit enlever le déférent en entier. On a vu que c'était un sujet intéressant. Nous pour l'instant on enlève des petits bouts et donc derrière on se pose des questions, mais effectivement on se pose encore plus de questions quand on a des spermatozoïdes sur le spermogramme de contrôle après vasectomie. Donc merci de traiter ce sujet épineux. Je vous en prie, je suis sûr que c'est le sujet brûlant qui vous tient depuis 2 jours, de savoir comment gérer le spermogramme positif, ce qui permet toujours d'avoir des consultations intéressantes post-opératoires quand on voit un patient à 3 mois avec un spermogramme positif après une vasectomie. Il y a toujours un léger malaise à ce moment-là, une espèce de flottement en se demandant si c'est le bon patient, le bon spermogramme ou le bon chirurgien. Mais on a tous eu, enfin je pense que moi ça m'est déjà arrivé 3-4 fois effectivement d'avoir des spermogrammes parfois franchement positifs. Et le malade qui, si en plus il a passé peut-être un moment un petit peu moyen sur une dizaine de jours, se demande ce qui s'est passé exactement. Cependant, on est tous de plus en plus confrontés à cette chirurgie, qui est une chirurgie de tous les jours. On a quand même des tombereaux de garçons qui viennent se faire cette chirurgie à des âges de plus en plus précoces. Et on va voir quelle conduite à tenir pratique on peut avoir par rapport à ce type d'événement. On doit effectivement normalement faire un spermogramme de contrôle à 3 mois après la vasectomie pour savoir si on a été efficace, et si ça n'est pas le cas, d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, il peut y avoir effectivement sur les spermogrammes post-opératoires des spermatozoïdes persistants. S'il y a moins de 1% mobile, en général, on va pouvoir attendre un petit peu. Normalement, on a 90% d'azospermie à 3 mois. Et comme vous pouvez voir, malgré la vasectomie, on a quand même des risques de grossesse de 1 sur 2000. Alors il y a quand même des vraies questions à se poser sur le sujet quand même. C'est ça. Donc, j'ai fait mon petit calcul. Bon, ça fait à 3-4 rapports par jour, ça fait à peu près un enfant tous les ans et 4 mois. Donc attention, méfiez-vous quand même. Et il faut quand même bien regarder effectivement si vos voisins ne traînent pas à côté de votre femme. Le taux de persistance, ça peut être effectivement les causes, la résorption incomplète des spermatozoïdes, la reperméabilisation, ça c'est quand même quelque chose qui peut nous sauver dans cette fameuse consultation post-opératoire, ou l'autre, bien évidemment, qu'on évoque tous, le double canal. On en est passé à côté pendant l'intervention. Alors bien évidemment, les techniques percutanées qu'on utilise tous, soit avec la chirurgie sur le rafé médian, soit sur les faces latérales du scrotum, nous empêche de voir si effectivement il y a 1 ou 2 canaux déférents. La duplication des canaux déférents est une anomalie rare, 0,05% de la population générale. Ça peut être uni ou bilatéral et bien évidemment une cause d'échec si un seul des canaux est sectionné. On doit rechercher, comme d'habitude, une malformation urinaire associée au niveau du côté homolatéral de la variation anatomique. Alors, comment s'appelle, la conséquence forcément de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec un monsieur qui a un spermogramme positif à 3 mois. On a donc besoin à ce moment-là d'y retourner chirurgicalement. Le conseil, je pense que tout le monde doit le faire. C'est vrai que globalement, quand je vois quelqu'un, moi en tout cas pour une vasectomie, je lui fais un examen clinique parce que quand même fréquemment on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de canaux déférents, soit d'un ou soit du deuxième côté. Dans ces cas-là, je fais une exploration un petit peu plus large. Je préviens le patient avant que ce ne sera pas en percutané, mais que j'irai faire une exploration complète. Des fois, j'en retrouve pas. Alors, je me demande si leurs enfants sont vraiment les leurs. Et c'est vrai que des fois, on est tenté par faire quand même le spermogramme avant l'intervention quand même. Je ne le fais pas pour la tranquillité de toute la famille. Mais oui, moi ça m'est déjà arrivé quand même de retrouver des canaux déférents absents. Le syndrome ABCD, mais exactement. Alors après, il peut y avoir des problèmes techniques, des sections incomplètes de déférents. C'est vrai que nous, on est censé effectivement retirer un petit morceau, un mauvais repérage.
C'est vrai qu'on n'est plus obligé aujourd'hui d'envoyer moi je le fais toujours, mais les morceaux de déférent en, comment ça s'appelle, en anapathe pour avoir une preuve de quelque chose. Et on peut avoir aussi des techniques qui permettent d'éviter la reperméabilisation précoce, comme comme l'interposition faciale, l'électrocoagulation également du fragment de la muqueuse, ainsi que la ligature. Les recommandations internationales sont une azoospermie complète, c'est-à-dire moins de 100 000 spermatozoïdes immobiles et un contrôle à 3 et 6 mois si on voit que le résultat est incomplet sur le premier spermogramme, et on invite bien évidemment le couple à garder sa contraception. Alors ça, c'est les conseils du jour. Hein. Voilà, bien évidemment, il faut expliquer aux patients qu'il faut se vider les vésicules séminales régulièrement pour pouvoir obtenir un spermogramme négatif. Donc, il faut se masturber. Donc, pour faire simple, l'algorithme, on fait un spermogramme à 3 mois. Si on a des rares spermatozoïdes immobiles, on peut quand même être tranquille. On peut refaire un contrôle 1 ou 2 mois après. Et en cas de persistance à 6 mois, on doit y retourner chirurgicalement et bien évidemment faire une exploration à ce moment-là complète du testicule avec une section adaptée du bon canal déférent sur une longueur suffisante avec une interposition faciale. La double ligature à ce moment-là si nécessaire. Alors je sais qu'aussi pour ce qui est de la double ligature, parfois on a des sujets sur ce qu'on appelle les coliques épididymaires, hein, des douleurs de l'épididyme par engorgement. C'est vrai qu'on voit certains patients, quand on fait des fois des échographies avec une sonde adaptée, on voit parfois quand même l'épididyme dilaté quand même au niveau du testicule. Et quand les gens ont mal, on pourrait se dire tiens, c'est dilaté, ça fait mal. Alors c'est vrai que parfois, moi, j'ai tendance à ne pas mettre de nœud sur le segment distal et mettre qu'un nœud sur le segment proximal. Je me dis qu'au besoin, si ça a besoin de se décharger un peu, que ça puisse couler et être réabsorbé à côté pour éviter ces douleurs chroniques qui existent aussi, sont rares, mais qui sont quand même bien embêtantes pour les patients. Puis nous, on les revoit en consultation alors que ça ne devrait pas être le cas. Voilà, n'oubliez pas bien évidemment les fameuses informations aux patients, leur dire que c'est nécessaire qu'on les revoie à 3 mois, surtout pas qu'ils retirent des protections avant qu'on ait effectivement la confirmation de leur azoospermie et de leur stérilité à venir, et d'avoir les consentements nécessaires pour tout cela. Je vous remercie de votre attention.